Cette affaire se déroule aux États-Unis en 2025. Le 14 juin, juste avant 2 heures du matin, deux familles du Minnesota dormaient paisiblement dans leur maison, inconscientes du danger qui approchait. Tout a commencé par un coup à la porte. Une voix d'homme à l'extérieur prétendait être la police, insistant pour que la famille à l'intérieur ouvre. Mais sur le perron se tenait une silhouette en gilet pare-balles et masque facial. Voici l'affaire des meurtres du Minnesota. Melissa Ann Hortman était une représentante d'État de 55 ans qui avait consacré sa vie au service public. Elle est née en 1970, a excellé à l'école et a obtenu son diplôme de la Blaine High School en 1988. Elle a ensuite obtenu une licence en philosophie et sciences politiques, puis un diplôme de droit, puis une maîtrise en administration publique à Harvard. Ses amis décrivaient Melissa comme chaleureuse et accessible, quelqu'un qui laissait tout tomber pour aider un voisin dans le besoin. Avant de se présenter aux élections, Melissa a pratiqué le droit et a siégé dans des commissions locales, canalisant sa volonté d'améliorer sa communauté. Elle a été élue pour la première fois à la Chambre d'État en 2004. Et en tant que présidente, elle a contribué à promulguer des lois historiques, élargissant les repas scolaires, le congé familial et l'énergie propre, laissant un impact durable sur l'État. Ses collègues la décrivaient comme une leader incroyable qui dirigeait avec intégrité, grâce et détermination à améliorer la vie des gens. Melissa avait également un mari nommé Mark. Le couple a élevé leurs deux enfants, Sophie et Colin. Mark avait bâti une carrière dans l'industrie technologique et il était admiré pour son intelligence, sa gentillesse et sa générosité. Dans tous les aspects de la vie, les Hortman plaçaient la famille et la communauté en premier, ce qui rend ce qui leur est arrivé si tragique. Mais Melissa n'était pas la seule politicienne à être victime. John Anthony Hoffman était un sénateur d'État du Minnesota de 60 ans, représentant le district 34. Il était né et a grandi au Minnesota également. Il a travaillé pendant des années comme défenseur dans l'éducation, se concentrant principalement sur les programmes pour enfants handicapés. John et sa femme Yvette étaient profondément enracinés dans la communauté de Champlain, où ils ont élevé leur fille Hope. Les amis les décrivaient comme un couple qui vivait pour leur fille. Mais ces vies seraient changées à jamais aux premières heures du 14 juin 2025, lorsque leurs maisons sont devenues la cible d'un imposteur armé. Début juin 2025, un agresseur inconnu a préparé une mission de terreur. Il avait passé des mois à compiler une liste manuscrite de dizaines de fonctionnaires et leurs adresses personnelles. Des notes à côté des noms détaillés des faits personnels et des plans de quartier. Ce futur agresseur a rassemblé des armes, a porté un gilet balistique avec une fausse plaque de police et a équipé un SUV noir de lumière clignotante. Déguisé en agent des forces de l'ordre avec un masque en silicone, il est parti juste avant l'aube, le 14 juin. Les amis et la famille n'ont rien remarqué d'anormal auparavant. Cet homme a caché son plan à tout le monde autour de lui. Personne n'avait le moindre indice, mais ses cibles étaient des démocrates élus, et il avait l'intention de les surprendre à leur domicile. Le décor était planté pour une embuscade violente sous le couvert de l'obscurité. Melissa Hortman et John Hoffman étaient chez eux avec leur famille, ignorant qu'ils figuraient sur la liste de cet homme déséquilibré. Peu avant 2 heures du matin, cet homme s'est garé devant la maison à 2 étages de Hoffman et a activé les lumières de style policier du véhicule. Portant un gilet tactique et armé d'un pistolet de 9 mm, il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a commencé à frapper bruyamment. Le couple sans méfiance à l'intérieur s'est réveillé au son de coups urgents et des cris autoritaires d'un homme. Cet intrus masqué a crié « C'est la police, ouvrez la porte ». John Hoffman est venu à la porte avec Yvette. L'homme masqué à l'extérieur a braqué une lampe de poche dans leurs yeux et a affirmé qu'il y avait eu des signalements de coups de feu à l'intérieur de leur maison. Il a exigé de savoir s'ils avaient des armes, mais dès qu'ils ont remarqué que le visage de cet homme était couvert. Yvette a alors crié que cet homme n'était pas un flic, mais avec cela, l'homme a essayé de forcer son entrée dans leur maison. John s'était lancé en avant pour repousser l'intrus hors de la porte d'entrée. Cependant, presque immédiatement, l'homme déguisé a ouvert le feu. Il a tiré sur John à plusieurs reprises, à bout portant, 9 fois, touchant son abdomen et son coude. Ensuite, il a dispersé des balles à travers l'embrasure de la porte, touchant Yvette 8 fois à l'abdomen alors qu'elle tentait de claquer la porte. La fille adulte des Hoffman, Hope, était à l'étage et a regardé avec horreur ses parents se faire abattre.
Hope a alors appelé frénétiquement le 911 alors que l'agresseur fuyait dans la nuit. Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux pour trouver John et Yvette en train de se vider de leur sang. Les deux ont été transportés d'urgence à l'hôpital dans un état critique tandis que la police diffusait une alerte pour un tireur actif. Ignorant que ses victimes étaient toujours en vie, le tireur a continué. Quelques minutes plus tard, vers 2h24, il s'est rendu à sa deuxième cible, la maison de la représentante d'État Kristen Bachner à Maple Grove. Encore une fois, cet homme a frappé à la porte et a crié qu'il était des forces de l'ordre exécutant un mandat. Heureusement, cette fois personne n'était à la maison car la législatrice était en vacances avec sa famille. N'obtenant pas de réponse, cet homme est simplement passé à autre chose. Cependant, il avait quelqu'un d'autre en tête. À 2h36, la police de New Hope, déjà alertée de la fusillade chez les Hoffman, a envoyé un agent seul pour vérifier la maison d'un autre fonctionnaire. Quand l'agent est arrivé, elle a repéré un SUV noir au ralenti dans la rue et un homme à l'intérieur portant ce qui semblait être un uniforme. Supposant qu'il était un collègue policier, elle s'est rangée à côté et a essayé de lui parler. Mais cet homme a simplement fixé droit devant lui dans un silence inquiétant. Troublé, mais ne voyant aucun danger immédiat, l'agent a continué vers la maison du fonctionnaire. Au moment où les renforts sont arrivés, ce SUV suspect avait disparu. L'homme à l'intérieur de ce SUV était l'agresseur, et heureusement, cela l'a dissuadé d'attaquer la maison de la sénatrice Anne Rest. Cependant, il n'avait toujours pas terminé. L'agresseur s'est ensuite rendu à Brooklyn Park, ciblant la maison de la présidente Melissa Hortman. Vers 3h35, 2 agents de police locaux sont arrivés à l'adresse de Melissa pour effectuer une vérification de sécurité préventive, bien sûr, en raison de l'attaque récente. La police a immédiatement remarqué un SUV noir dans l'allée. Puis, ils ont remarqué un homme en uniforme de type policier debout à plusieurs mètres de la porte, tenant une lampe de poche et une arme. Dès que les agents sont sortis de leur voiture de patrouille, l'homme en uniforme de type policier a commencé à tirer avec son arme. Les agents se sont mis à couvert et ont riposté. Mais au milieu du chaos, le tireur a réussi à franchir la porte d'entrée des Hortman. Mark et Melissa avaient entendu l'agitation en bas. Et donc, avec Mark en tête, le couple a commencé à descendre les escaliers, mais au moment où ils l'ont fait, l'agresseur a ouvert le feu. Mark a été touché plusieurs fois. Melissa a essayé de remonter les escaliers en courant, mais l'agresseur a levé son pistolet et a tiré à plusieurs reprises, touchant Melissa dans l'escalier. Le mari et la femme se sont tous deux effondrés, mortellement blessés dans leur propre maison. À l'extérieur, un agent a lancé un appel radio urgent, disant à la salle de contrôle que le tireur était toujours dans la maison et croyant que le suspect pourrait se barricader à l'intérieur. Mais en réalité, cet agresseur s'était glissé par la porte arrière dans la nuit, s'échappant juste au moment où les renforts envahissèrent la zone. La police est alors entrée prudemment dans la résidence et a trouvé Mark inconscient près de l'entrée. Ils l'ont traîné dehors et ont tenté des mesures de sauvetage, mais tragiquement, il a été déclaré mort peu après. Ensuite, à l'aide d'un drone équipé d'une caméra, les agents ont fouillé la maison et ont rapidement localisé Melissa à l'étage. Elle était au-delà de toute aide avec plusieurs blessures par balle. Et tragiquement, le Golden Retriever bien-aimé des Hortman, Gilbert, avait également été touché par balle. En l'espace d'à peine 90 minutes, 2 personnes étaient mortes avec un animal de compagnie bien-aimé et 2 autres étaient gravement blessés, et pire encore, l'auteur avait disparu. Ce qui a suivi a été la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du Minnesota. La nouvelle des fusillades s'est rapidement propagée. Toutes les agences chargées de l'application de la loi dans la région ont été informées. Les enquêteurs du FBI, de l'ATF, de la police d'État et des départements locaux se sont mobilisés immédiatement, se déployant pour sécuriser plusieurs scènes de crime. Le gouverneur Tim Walz a annoncé l'attaque comme un acte de violence politique ciblé et a exhorté le public à rester vigilant. Des preuves cruciales ont rapidement été découvertes sur la scène de meurtre des Hortman à Brooklyn Park. Le Ford Explorer abandonné du suspect était toujours garé dans l'allée, criblé de trous de balles de la fusillade avec la police. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont découvert 5 armes. Ils ont également trouvé plusieurs carnets remplis de notes manuscrites. Un carnet énumérait plus de 45 noms de fonctionnaires élus, presque tous démocrates, chacun avec des adresses personnelles et des détails personnels. Et cette liste n'était même pas limitée au Minnesota. Elle incluait des fonctionnaires d'au moins 5 États voisins, tous affiliés à des causes progressistes ou pro-choix.
Les enquêteurs ont réalisé immédiatement qu'ils avaient maintenant affaire à un complot d'assassinat coordonné qui aurait pu être encore plus dévastateur sans l'intervention policière rapide à la maison de la cible finale. Alors que les équipes médico-légales passaient au peigne fin les preuves, une chasse à l'homme massive était déjà en cours. Mais samedi après-midi, le tueur a été identifié. Vance Luther Balter, un homme de 57 ans de Green Isle, Minnesota. Le nom et la photographie de Vance ont été diffusés au public. L'image le montrait comme un homme corpulent avec un chapeau de cow-boy clair et était accompagné d'un avertissement qu'il était armé et incroyablement dangereux. La police a rapidement tracé le téléphone portable de Vance jusqu'à une maison au nord de Minneapolis où il louait une chambre. Dans cette maison, une caméra de sécurité l'avait capturé, revenant brièvement vers 6 heures du matin, quelques heures seulement après la fusillade. Au moment où les équipes du SWAT sont arrivées, Vance était déjà parti. Des témoins ont rapporté avoir vu un homme correspondant à sa description monter dans un bus avec des sacs de sport. Les enquêteurs l'ont ensuite suivi plus loin, mais ils ont découvert qu'il avait payé en espèces pour une nouvelle voiture et avait à nouveau disparu. Alors que la police se rapprochait de Vance, la percée dans l'affaire est venue dimanche, le 15 juin. En début de soirée, une caméra de surveillance déclenchée par le mouvement sur une propriété rurale à Green Isle a pris une photographie d'un homme boueux et épuisé rampant à travers un champ. Les enquêteurs ont convergé vers la zone et ont rapidement repéré le suspect allongé à plat ventre dans les hautes herbes. À 21 h, après 43 heures de fuite, Vance a été capturé à seulement 1,6 km de chez lui. Il s'est rendu aux forces de l'ordre sans résistance, mettant fin à la frénétique chasse à l'homme de 2 jours. Suite à l'arrestation de Vance, les enquêteurs ont découvert encore plus de preuves de ses motifs et méthodes. Jeté à proximité de la maison des Hortman se trouvait le masque facial en silicone du suspect, un gilet pare-balles et le faux badge de police qu'il avait utilisé. Et dans la voiture qu'il avait payée en espèces, les agents ont trouvé une lettre froissée et décousue de 6 pages adressée au directeur du FBI. Vance Balter prétendait qu'il faisait partie d'une conspiration sauvage impliquant le gouverneur du Minnesota et les dirigeants politiques de l'État. Il affirmait que le gouverneur du Minnesota, des législateurs de haut rang et d'autres responsables démocrates faisaient partie d'un réseau criminel obscur contrôlant la politique, les affaires et l'application de la loi. Les écrits reliant des griefs concernant les lois sur l'avortement, la tyrannie gouvernementale et la corruption au plus haut niveau du pouvoir d'État. Vance se présentait comme un patriote qui était parti en guerre contre la supposée cabale, insistant sur le fait qu'il se battait pour sauver le pays. Vance affirmait même qu'il avait été approché par Tim Walz lui-même et qu'on lui avait demandé d'assassiner ces personnes. Le bureau de Tim Walz a publié un démenti catégorique, soulignant que le gouverneur n'avait aucune relation avec le tueur. Les agents fédéraux ont rejeté le manifeste comme délirant et ont souligné qu'aucune de ces allégations n'avait de fondement dans la réalité. Ils ont également découvert que Vance avait laissé un message texte à sa famille le matin de l'attaque, disant à sa femme qu'il partait en guerre et l'avertissant que la police armée pourrait venir à la maison à tout moment. Vance l'a exhorté à prendre les enfants et à fuir, ce qu'elle a fait. Mais en fait, la police avait déjà intercepté la femme de Vance, Jenny, et leurs enfants lors d'un contrôle routier à 160 km. Trouvant avec elle 2 pistolets, 9 000 € en espèces et un passeport, Jenny a dit aux agents que son mari était un survivaliste préparateur et qu'elle ignorait complètement ses sombres plans de tuer. Les enquêteurs ont rapidement fouillé le domicile familial de Balter et ont saisi près de 50 armes à feu ainsi qu'un bac de munitions stocké au sous-sol. Mais qui était cet homme ? Vance était un homme de 57 ans, sans antécédents criminels de violence. Il avait travaillé dans l'industrie alimentaire pendant des décennies. Mais en 2020, les choses ont pris une tournure légèrement plus sombre. Il est passé à une série d'emplois liés à la mort, comme l'enlèvement de restes humains pour des maisons funéraires et même la récupération d'organes pour un établissement médical. Début 2025, Vance s'est rendu en République démocratique du Congo. Il a poursuivi une entreprise commerciale de très courte durée et est rentré chez lui découragé et déprimé. Des amis ont déclaré plus tard aux journalistes qu'ils étaient stupéfaits par les accusations portées contre lui. Aucun d'entre eux n'avait vu de signe avant-coureur. Extérieurement, Vance se présentait comme un chrétien dévot et un homme de famille. Lui et sa femme Jenny étaient mariés depuis des années et élevaient plusieurs enfants dans une maison à environ 80 km de Minneapolis. Le couple s'était lié autour d'une croyance partagée
dans l'autonomie et la préparation à la survie. Ils étaient des préparateurs qui stockèrent des fournitures et des armes pour les pires scénarios. Parmi ses amis, Vance parlait rarement de politique, ce qui rend cela encore plus étrange. Un ami a noté que Vance n'aimait pas les démocrates éminents comme Joe Biden, mais il n'a jamais mentionné aucun des législateurs qui ont été abattus et il parlait rarement de politique, l'évitant parfois activement. Il semble qu'il avait tendance à garder toutes les opinions extrémistes pour lui. Cependant, en privé, il a commencé à croire que les dirigeants du gouvernement étaient des oppresseurs corrompus. À l'insu de son entourage, Vance passait des heures à utiliser des bases de données Internet et les réseaux sociaux pour suivre la vie personnelle des politiciens. À la mi-2025, la vie familiale de Vance se détériorait sous le poids de ses plans secrets. Dans la nuit du 13 juin, il a rassemblé des armes, du matériel tactique et le carnet élaboré des cibles. Avant de partir, il a envoyé un message à sa femme lui demandant de lui faire confiance et de fuir avec les enfants. Pour ceux qui connaissaient Vance, la révélation de sa double vie a été dévastatrice. Sa femme a publiquement condamné ses actions comme une trahison de tout ce qu'il tenait pour vrai, et elle a demandé le divorce presque immédiatement après son arrestation. Au final, ce voisin sympathique et pratiquant que les gens pensaient connaître était le même homme qui a méthodiquement planifié l'une des attaques les plus glaçantes de l'histoire américaine. L'arrestation de Vance a marqué le début d'un processus juridique complexe qui est toujours en cours au moment de cette mise en ligne. En juillet 2025, un grand jury fédéral l'a inculpé de 6 chefs d'accusation, dont 2 chefs de meurtre dans les décès de Melissa et Mark, et de multiples infractions liées aux armes à feu et au harcèlement. Les procureurs d'État ont également ajouté des accusations d'usurpation d'identité d'agents de police et de cruauté animale avec circonstances aggravantes pour avoir tiré sur Gilbert, le chien des Hortman. Les allégations combinées le rendent éligible aux peines les plus sévères, la prison à perpétuité ou même la possibilité de la peine de mort. Vance a fait sa première comparution au tribunal à l'été 2025, enchaîné et flanqué de marshals américains. Le 7 août, il s'est tenu devant un juge fédéral et a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Compte tenu de l'ampleur de l'affaire, les procureurs ont réussi à la faire désigner comme complexe, suspendant les délais normaux de procès rapide. Ils ont révélé que l'enquête avait accumulé des dizaines de milliers de pages de preuves et des centaines de fichiers médiatiques. Le juge a convenu que le procès nécessiterait une préparation extraordinaire. Aucune date de procès n'a été fixée, mais les autorités ont estimé que les procédures pourraient ne pas commencer avant 2026 ou 2027. Lors des audiences préliminaires, Vance a montré peu d'émotion, ne parlant que pour confirmer sa compréhension des accusations. Ses avocats commis d'office n'ont pas divulgué publiquement de stratégie spécifique, mais les experts juridiques s'attendent à ce qu'ils examinent minutieusement chaque élément de preuve pour d'éventuels défis. Et comme toujours, la défense pourrait potentiellement explorer l'état mental de Vance. Mais pour l'instant, Vance reste incarcéré sous garde fédérale, détenu sans caution. Les répliques des fusillades ont continué à se propager à travers les communautés du Minnesota et les couloirs du gouvernement. Dans l'immédiat, des milliers de personnes ont assisté à des veillées pour pleurer Melissa et Mark Hortman. Leurs cercueils drapés du drapeau et même l'urne avec l'empreinte de pattes de Gilbert contenant ses cendres ont été exposés afin que les gens puissent leur rendre hommage. Les autres législateurs des 2 partis ont loué l'héritage de service public de Melissa et ont promis d'honorer sa mémoire en améliorant la sécurité des élus. John et Yvette Hoffman ont passé des semaines à l'hôpital et heureusement, ils ont survécu à leurs graves blessures. Dans une déclaration, la famille a dit « Nous avons une chance incroyable d'être en vie » et ils ont remercié les premiers intervenants et les chirurgiens qui leur ont sauvé la vie. Pour la famille de Vance, les événements ont apporté la honte publique et le chagrin privé. Les voisins luttent pour réconcilier le père tranquille qu'ils connaissaient avec le meurtrier accusé aux informations. La communauté se souviendra à jamais du 14 juin 2025 comme le matin où la haine politique a pris le dessus.